valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac pour une nouvelle émission Passons à l'action. Merci à Sandra et à Jean-Pierre de m'accueillir encore une fois et de renouveler l'invitation tous les 15 jours. Moi j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une petite histoire. Alors ça sera pas les évangiles, ça sera pas une parabole, mais moi je vais vous parler d'une histoire particulière, l'histoire de Jean-Louis. Jean-Louis, c'est un chef d'entreprise et il y a pas si longtemps que ça, il devait avoir une réunion très très importante. Jean-Louis, c'est un chef d'entreprise d'une entreprise familiale qu'il possède avec 3 autres de ses frères. Et ils sont pas toujours d'accord. Mais Jean-Louis, pour le développement et pour la pérennité de son entreprise, il devait réussir à convaincre ses frères qu'il fallait ouvrir le capital de sa société à des fonds d'investissement. Vous savez, ces trucs dont on parle à la télé, qui sont des prédateurs, qui veulent acheter des sociétés, qui veulent derrière les rentabiliser au maximum en leur faisant vendre tous ces actifs. Bien entendu, c'est pas la réalité. Ces fonds d'investissement, ils investissent dans l'économie pour permettre à des entreprises comme celle de Jean-Louis, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire familiale, de poursuivre leur développement, de faire face à la concurrence de la Chine, du Japon et des États-Unis. Et donc Jean-Louis, il est venu me voir et il m'a dit: Fabien, j'aimerais que tu me prépares à cette opération-là. Alors comme d'habitude, avec Jean-Louis, on s'est posé, chef d'entreprise, et comme d'autres chefs d'entreprise, on s'est posé, on a choisi l'avocat qui nous semblait le plus pertinent pour réaliser cette opération, l'avocat d'affaires qui comprendrait la logique de cette entreprise familiale avec une pérennité importante. On s'est posé également pour choisir l'expert comptable, le notaire et enfin le banquier d'affaires. Et puis un invité surprise. Et on a préparé Jean-Louis à cette fameuse réunion où il était face à ses frères et où il devait, d'une certaine manière, les convaincre que c'était la bonne opération. Et pour les convaincre, il y avait 2 facteurs clés de succès. Et quand Jean-Louis a commencé à prendre la parole, il l'a prise avec force, conviction, et il a très bien expliqué le schéma juridique. Il a très bien expliqué l'importance stratégique d'ouvrir son capital à un fonds d'investissement pour pouvoir acheter ses concurrents en Europe, pour pouvoir avoir le soutien nécessaire pour adresser un marché qui n'était pas le sien. Et quand j'ai commencé à voir Jean-Louis rentrer dans le détail de ce schéma-là, quand je l'ai vu commencer à répondre avec calme, volupté aux questions de ses frères qui tentaient de lui mettre quelques petits pots de banane, Jean-Louis, il a toujours été considéré par ses frères comme quelqu'un d'un peu pédant, un peu présomptueux, qui faisait les choses sans vraiment donner le temps sans vraiment prendre le temps d'expliquer ça à ses frères. Et là, le Jean-Louis que j'avais en face de moi, il était droit, il avait les épaules carrées, il dégageait une puissance et en même temps un côté paternaliste. Ce Jean-Louis-là, on l'aurait suivi partout. Parce que il avait pris sur lui la responsabilité d'un projet familial. Son élocution était parfaite, sa gestion du stress était impressionnante, et quand il parlait, chacun de ses mots était percutant. Quand on était en train de regarder ça avec l'avocat, l'expert comptable et le banquier d'affaires, j'ai eu un petit moment d'émotion. Et puis il y a une main qui s'est posée sur mon épaule. L'invité surprise. Il m'a regardé et m'a dit: Fabien, je pense que t'es un peu dans le rouge aujourd'hui. Ça serait bien que tu passes au vert. Et cet invité surprise, c'était Florent Pasco, coach sportif et mental, ancien membre des Commandos qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. Bonjour Florent. Bonjour à tous. Alors Florent, pour resituer, puisque évidemment on t'a mis en situation sur le cas de Jean-Louis. Aujourd'hui, tu es dirigeant de la société, en tout cas dirigeant de l'activité FP Trading et FP Survie. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à un moment donné coach sportif, mental et nutritionniste? Dans mon cas de figure, ça a été une reconversion. J'ai d'abord eu, dans, on va dire, mon plan de carrière, un début au sein de l'armée, assez rapidement au sein d'un groupement de commandos montagne, et une dizaine, 11 ans exactement passé dans ce genre d'unité, avant d'en avoir fait un petit peu le tour et d'avoir aussi besoin de changement. Et après avoir acquis un certain nombre d'expériences et de connaissances, je me suis naturellement en fait reconverti dans le coaching sportif et la préparation mentale. Ok, puis comme on l'a vu avec l'exemple de Jean-Louis à l'instant, c'est important de travailler sur le message. Ça, c'est effectivement le rôle
des différents conseils qu'on a vus, mais c'est aussi important de travailler sur le messager. Qu'est-ce que, parce que bien évidemment, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, c'était une fiction, c'était pour introduire le sujet, mais qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire, toi, en tant que coach sportif, mental, nutritionniste, qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire à Jean-Louis avant cette réunion? Comment tu l'aurais préparé, toi, face à ce moment important et décisif pour lui, source de pression, parce que c'est son entreprise, c'est son bébé. Qu'est-ce que tu lui aurais dit? Pas mal de choses. En fait, j'aurais commencé déjà par lui poser quelques questions, histoire de mieux apprendre à le connaître, de mieux aussi comprendre quels sont les enjeux d'une telle réunion. Qu'est-ce qui va faire que cette réunion est peut-être pour lui stressante, et qu'est-ce qui va faire que qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Parce que il a forcément son plan en tête, il a forcément ses idées, ses objectifs, mais s'il est stressé, c'est qu'il y a des paramètres qu'il ne maîtrise pas. Donc, dans un premier temps, ça va être déjà analyser quels sont ces paramètres qu'il ne maîtrise pas, et exactement comme on peut le faire durant une mission au sein d'une unité d'élite au sein de l'armée. Une grosse partie du travail se fait en amont, dans la préparation. Préparer une mission, il s'agit de dérouler le plan, exactement comment est-ce que la mission devrait se dérouler, comment est-ce qu'on aimerait qu'elle se déroule, et dans un second temps, à chaque, entre guillemets, carrefour que l'on va avoir au sein de cette mission, va y avoir ce qu'on appelle des points que l'on ne va pas maîtriser, que l'on ne va pas contrôler, auxquels il va falloir apporter des solutions. Exactement, des imprévus. Et ces imprévus-là, il va falloir les anticiper, essayer de les imaginer au maximum, tout prévoir à l'avance, et pour pouvoir apporter une réponse programmée déjà à l'avance. Ce qui va déjà enlever une grosse source de stress, parce que lorsque un de ces imprévus arrivera, ce ne sera plus un imprévu, on l'aura anticipé, et on aura une réaction qui se fera automatique parce que préparée à l'avance. Et après, on va avoir toute une autre partie de la préparation qui sera sur les points que l'on n'a pas pu anticiper. Les questions que son frère ou que les frères pourront lui poser dont il les avait pas vu venir, il aurait pas pu imaginer, que ça lui serait arrivé ou que ces questions lui seraient posées. Et donc, comme on dit, soupe sur les pattes arrière, il va falloir trouver une solution. Et pour ça, il faut savoir garder son calme, va falloir aussi prendre du recul et être capable de garder ses émotions, entre guillemets, un peu de côté pour faire en sorte d'avoir la lucidité et de pouvoir prendre du recul pour pouvoir avoir la meilleure réponse possible. Et au final, qu'il devienne et qu'il soit la meilleure version de soi-même. On va avoir à l'entraînement, lorsqu'il va répéter son discours, qu'il a dû répéter, autant le discours il est parfait, il est convaincant, il se sent bien. Cela dit, c'est bien d'avoir un discours qui est préétabli, d'être bon à l'entraînement, mais ce qu'il faut, c'est être bon le jour J. Et la pression du jour J, tout le monde ne la tolère pas déjà de la même manière. Exact, bien sûr. Tout le monde n'y répond pas forcément aussi bien. Et une fois qu'on a compris ça, ça va être les fois où ça m'est déjà arrivé. Les fois où je me suis déjà retrouvé dans une situation similaire. Quelle a été ma réaction? Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui m'a déplu? Et dans ce qui m'a déplu, est-ce que je me sens capable aujourd'hui de faire mieux? Est-ce que quand je me retrouve dans ce genre de discussion, est-ce que quand je me retrouve face à des gens qui ont peut-être aussi du répondant, qui vont me mettre mal à l'aise, qui vont me poser des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre, quelle va être ma capacité de répondre juste, bien, sans m'emporter, en gardant mon calme, en gardant mon sérieux, en gardant tout ce qu'il faut. Et justement, la préparation mentale va prendre toute sa place ici. Et on va utiliser la préparation, en tout cas, c'est ma méthode, j'utilise la préparation physique au service, justement, de cette préparation mentale, pour faire en sorte que lorsque le stress va augmenter, lorsque sa fréquence cardiaque va augmenter, ce soit des choses qu'il a déjà vécues dans un environnement très cadré, très maîtrisé à l'avance, et qu'ensuite il ait un vécu lorsqu'il arrive à cette réunion qui lui permette de faire en sorte d'avoir déjà vécu ça, d'avoir déjà affronté ce genre de situation. J'ai même envie de dire pire que ça, pour faire en sorte de se dire j'ai fait pire, j'ai vécu plus dur, je suis capable de le faire. Non pas parce que j'en suis convaincu et que j'ai confiance en moi, pas que j'ai envie de dire, mais aussi parce que j'ai véritablement été confronté à des situations plus compliquées que celle-ci. Donc je suis capable de gérer. Au final, c'est un gain de confiance en soi, mais aussi une très très forte préparation et aussi une capacité pour l'avenir d'affronter certains types de situations lorsqu'on a le temps de s'y préparer, bien sûr.
Non, mais c'est très clair et on voit bien dans l'exemple, évidemment fiction, mais qui est une synthèse de plusieurs éléments notables que Jean-Louis, finalement, sa force, c'est à la fois d'avoir été bien préparé sur la partie contenu, donc le message, mais le messager, effectivement, rebondit, et à juste titre, Florent, très bien face aux réactions de ses trois frères. Il lui pose des pots de banane, des questions un peu désagréables, et la clé, c'est de leur montrer « je suis au-dessus ». C'est moi le guide et c'est moi qui vais vous emmener. Alors peut-être pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent la private joke, la petite blague privée que j'ai fait quand à un moment donné je parle de poser la main sur l'épaule et que vous me dites Florent, tu es dans le rouge, enfin vous êtes dans le rouge, vous allez passer, il serait bon de passer dans le jaune et le vert. Moi j'ai trouvé très intéressant quand on a préparé cette émission la manière dont tu appréhendes justement ces couleurs, dont vous appréhendez ces couleurs, où vous dites à un instant T, voilà, on peut pas toujours être dans le rouge, il y a des moments où il faut être dans le vert, dans le jaune. Est-ce que vous pourriez expliciter ça un petit peu aux auditeurs, parce que c'est très intéressant, surtout dans un schéma où finalement on a le sentiment dans le monde moderne qu'il faut toujours être à fond, qu'il faut toujours être à 200%, faut être performant dans sa vie de famille, faut être performant dans sa vie professionnelle, faut être performant avec ses amis, en performance avec ses amis. Alors expliquez-nous un petit peu, Florent, cette granularité des couleurs. En réalité, j'invente rien. C'est quelque chose qu'on m'a appris justement lors de ma préparation de ma formation pour devenir commando, où on m'a clairement expliqué que on choisit pas toujours la durée de ses missions. Ça peut être une mission flash qui va durer quelques minutes à une très haute intensité, comme ça peut s'éterniser. Et on nous demande, en sachant que les enjeux sont très importants, d'être au meilleur de nos capacités, en sachant que si jamais on ne l'est pas, les conséquences seront plus que lourdes, c'est-à-dire la mort de ses camarades ou de soi-même ou l'échec mission, ou une blessure, exactement, ou ça peut être juste un faux tir, blesser des innocents ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont presque impardonnables à soi-même. Bien sûr. Du coup, on a une très forte pression et il faut savoir y répondre. Pour y répondre, on peut pas être ce que j'appelle dans le rouge, c'est-à-dire à 100% de nos capacités de réflexe, d'analyse, de gestion du stress. Il va y avoir des moments où, si on y reste trop longtemps, à trop haute intensité, on va perdre en performance. Prenez un sprinter, on prend Usain Bolt sur le 100 mètres, si on lui demande de faire 200 mètres à la même vitesse... Avec ou sans nuggets? Parce qu'il y a un écart. Sans nuggets. Sans nuggets. Ok, c'est important. Et voilà, il pourra pas maintenir un aussi haut niveau de performance plus longtemps qu'un certain temps. Et en fait, on est tous conçus un petit peu pareil, dans le sens où rester à un niveau d'attention et de pression psychologique aussi forte, on peut le faire que sur une courte durée. Donc, il va falloir aussi, à des moments donnés, être capable de redescendre dans des zones qui sont plus tolérables par l'esprit, à un niveau d'attention un petit peu moindre, et d'où le code couleur. Rouge, on est au cœur de l'action, donc il faut qu'on soit à notre maximum. Une zone orange où on est en entre-deux, on sait que l'action n'est peut-être pas très loin, il faut qu'on soit attentif, et on est capable de basculer en zone rouge très rapidement. Et une zone verte, vous êtes le soir sur votre canapé, on est à l'aise et tout va bien. Et l'important va être du coup des fois, et ça c'est au cours de la mission aussi, de préparer différentes phases, différentes stratégies pour faire en sorte de passer, d'être performant sur un moment donné dans cette zone rouge, mais de pas y rester trop longtemps pour être capable sur même de court instant, mais redescendre dans cette zone orange, et histoire de pouvoir alterner entre ces deux zones, et lorsqu'on est dans la zone rouge, donc lorsque c'est le moment d'être performant, de véritablement l'être. Ok, évidemment, pas évidemment, mais en tout cas assez clair. C'est vrai que la question, c'est d'être présent dans les bons moments, dans les moments qui comptent. Le chef d'entreprise qui doit présenter un PSE à ses salariés, un moment important où il doit emporter l'adhésion de ses collaborateurs, un sportif de haut niveau qui doit gagner le match ou le point qui lui permet justement de passer à l'étape supérieure. Et c'est bon de se rappeler que finalement, c'est la gestion finalement de son énergie et de sa jauge d'énergie qui fait la différence. Alors, forcément, peut-être une petite curiosité, une petite question curieuse pour nos auditrices et nos auditeurs. En tant que commando, donc d'anciens membres des forces spéciales françaises, est-ce que y a une expérience que tu peux nous raconter qui a été marquante pour toi dans la construction du coach que t'es? Est-ce que quelque chose qui t'est arrivé en mission
où tu t'es dit ça a été fondateur et là aujourd'hui en tant que coach tu le ressens dans la manière dont tu vas donner des conseils, dans le type de conseils que tu vas donner? Est-ce qu'il y a un exemple de mission ou d'événement qui t'est arrivé quand tu étais commando? Alors oui, il y en a eu plusieurs. Après, les plus marquants par rapport à... Si tu devais en choisir un, par exemple. Si je devais en choisir un, ce serait plutôt sur ma fin de carrière, c'est-à-dire une mission en Amérique du Sud, en pleine jungle, où justement, je devais gérer une équipe. Je devais gérer plusieurs personnes dans des domaines assez différents et pas que des militaires. Dans le sens, je devais escorter aussi des gendarmes et des policiers. Qui devaient mener une enquête loin au milieu de la jungle, donc ils n'avaient pas forcément les compétences pour pouvoir s'en sortir dans ce milieu-là. Donc j'étais là plutôt pour encadrer, pour les guider et pour gérer la sécurité, car c'était on était dans une zone en Guyane française où il y a des orpailleurs. Qui dit orpailleur dit richesse, qui dit richesse dit aussi des gens qui ont envie de se servir. Donc il y a une petite mafia qui se fait là-bas, où vous avez souvent des Brésiliens, des tueurs à gages qui viennent, qui prennent possession entre guillemets de la zone. D'accord. Et telle la mafia, ils vont prendre un pourcentage sur tout ce qui est extrait. D'accord. Donc, suivant les groupes qui viennent, des fois qu'on vient régulièrement démanteler, mais il y en a qui sont plus virulents que d'autres. Et le but de notre mission, c'était pour ma part d'escorter justement ces agents de police, gendarmerie. Il y avait une petite coalition qui avait été faite, mais surtout de la gendarmerie, pour faire en sorte de retrouver des tombes, parce qu'ils ont beau être pas très gentils, ils sont très croyants. Donc en fait, ils enterrent toutes leurs victimes. Ils mettent une croix, même si c'est perdu au milieu de la jungle, c'est quand même nécessaire. Ils vont quand même l'enterrer comme il faut. D'accord. Donc, le but, c'était de retrouver les tombes pour avoir des preuves des crimes commis. En sachant que on a mis à peu près entre 1 semaine et 10 jours pour atteindre la zone voulue, parce que faut comprendre qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas grand chose pour y aller, à part une pirogue au début et 1 semaine de marche ensuite pour pouvoir atteindre la zone et interroger les différents campements qu'on rencontrait, les différentes personnes, pour qu'ils puissent nous indiquer justement où se trouvaient les tombes, et pour pouvoir avoir des preuves justement des meurtres qui avaient été commis. Et pour plus tard, pouvoir interpeller les groupes qui sédissaient sur la zone. Tout le début de mission se passe très bien, l'infiltration, la gestion. Cependant, à un moment donné, lorsqu'on arrive sur un petit village qui était construit sur le moment où il y avait justement des orpailleurs, qui étaient mine de rien contents qu'on soit là, parce qu'on venait pas pour les arrêter eux, mais pour arrêter ceux qui les embêtaient un petit peu, ceux qui les racketaient. Ils nous ont donné des informations très très précises sur où se situait justement. Alors ils étaient une dizaine à gérer. C'est on va dire un groupe de combat. C'est ni plus ni moins des mercenaires qui étaient là. Et en fait ils étaient dans le même village, en sachant qu'un village là-bas est composé de 4-5 tentes. Ils étaient juste de l'autre côté, la jungle étant très dense, on ne voit pas tout très bien. Et étant un petit groupe avec pas mal de personnes qui ne sont pas habituées au combat face à une dizaine de tueurs à gages surarmés dans leur terrain, en sachant qu'ils connaissent la jungle un petit peu mieux que nous, c'était un petit peu compliqué à gérer justement. Il a fallu s'extraire, il a fallu gérer des situations de crise parce que le combat s'est déclaré, les tirs ont commencé et j'étais face à une équipe qu'il fallait gérer, qui était paniqué, qui était stressé et qui n'était pas habitué à ce genre de situation, qu'il a fallu extraire assez rapidement. Donc, c'était la situation parfaite où gérer une équipe. Alors, comment t'as fait? Parce que du coup, là, tu peux pas nous mettre en haleine et en bouche comme ça. Alors, sachant que, on reviendra un peu plus tard sur le détail de ta formation, mais on est bien d'accord que tu ne mets personne dans la jungle et tu ne les laisses pas face à des tueurs à gages, on est d'accord. On va éviter. On va éviter autant que possible. Mais revenons, comment du coup on gère un groupe paniqué dans un endroit qui est hostile, qui est loin de leur base et avec des gens en plus qui sont des locaux et qui connaissent très bien leur terrain. Comment on fait alors? Pour ma part, c'est ce qui est le plus facile. Donc c'est pas une situation nouvelle, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on est capable de gérer, on est entraîné pour ça. C'est pour ça que c'est facile, parce que justement, il y a toute la préparation avant. Et le fait que c'est pas la première fois que je me retrouvais dans ce genre de situation. C'est beaucoup plus compliqué pour les autres parce que leur réaction n'est pas naturelle, ils ne savent pas comment réagir, ils l'ont imaginé, mais entre l'imaginer et le mettre en pratique, c'est souvent deux choses différentes. Et c'est là où justement il y a besoin d'avoir
un guide justement qui prenne un peu le lead et qui dise à tout le monde quoi faire pour que le cerveau soit entre guillemets un peu plus mis sur off et d'être pris par la main, et c'est très rassurant. Donc la situation, elle était simple, c'était avec les quelques autres militaires avec lesquels j'étais, on a entre guillemets couvert le retrait des gendarmes. Qui puissent justement s'extraire le plus rapidement possible, seulement avec l'adrénaline, avec déjà l'infiltration de plusieurs jours de marche pour venir jusque-là, ils étaient épuisés, et un gros sac sur le dos, on est en autonomie totale, pas de renforts qui peuvent arriver, ils en sont très conscients, on peut même pas prévenir qu'on a un problème parce que la jungle est tellement dense que les communications ne passent pas, on peut passer plusieurs jours sans réussir à joindre notre hiérarchie, donc on est très autonome. Mais lorsque on n'est pas habitué, qu'on est conscient de ça et qu'on se dit là j'aimerais des secours tout de suite comme je suis habitué à le faire en France, et c'est un peu plus compliqué à gérer. Et rapidement ils se sont trouvés trop épuisés pour continuer à s'enfuir, et c'est là où coup de bol, j'ai repensé à une histoire de Mike Horn qui avait traversé justement la jungle et qui avait dit à un moment donné j'étais épuisé. Le seul moyen que j'ai trouvé pour, au lieu de continuer à traverser la jungle, c'est j'ai un gros sac, on a tous des sacs qui flottent plus ou moins dans l'eau, et en fait je me laissais flotter sur mon sac pour suivre le cours de la rivière, ça me faisait gagner de l'énergie, du temps, et puis j'allais quand même d'un point A à un point B, même si le fleuve serpentait, en attendant c'était moins fatigant que le traverser à pied, et souvent un gain de temps. Et j'ai repensé à cette histoire-là. Il y avait une rivière pas loin, je connaissais bien les lieux parce que je gérais la topographie et je savais où se situaient les rivières. On a fait un azimut direct vers, on est allé au plus vite pour rejoindre la rivière. J'ai mis tout le monde à l'eau. Ça a fait deux choses, c'est-à-dire ils étaient épuisés, ils avaient juste à se laisser porter par le courant, de un, et de deux, ça nous permettait aussi de faire perdre nos traces parce qu'ils avaient des chiens. Et on est resté quand même comme ça pendant des heures à pouvoir s'évacuer jusqu'à trouver une zone où on a pu en effet appeler des secours, trouver un point d'extraction 2 jours plus tard qu'on puisse venir nous récupérer et que tout le monde s'en sorte indemne. Ok, une histoire qui a pas dû être facile à vivre à la fois pour toi mais aussi pour tes compatriotes, parce que quelque part t'as pris d'un seul coup toute la pression de tout le monde et en même temps les attentes et avec ton niveau de fatigue. Et moi ce que je retiens, c'est qu'au milieu du Brésil tu penses à Mike Horn. Donc c'est le principe d'être capable de prendre du recul en fait. Exactement. Et c'est justement là où c'est grâce à la préparation qu'on m'a donnée, à l'entraînement que j'ai reçu, que j'ai pu réagir comme ça. De manière naturelle, j'aurais réagi exactement comme tous les autres, mais la préparation spécifique à des événements spécifiques m'a permis de réagir et de sortir, ne serait-ce que de manière... Parce que le physique c'est une chose, mais l'intellect en est une autre. Et ce qui compte dans ce genre de situation, c'est d'avoir la meilleure réaction, d'avoir l'esprit le plus clair possible et d'utiliser notre meilleure arme, autrement dit notre intelligence, de trouver des solutions. Et lorsqu'on est en panique, lorsqu'on est en stress, c'est dur de réfléchir. Et c'est justement cette capacité à prendre du recul, à être lucide, à pouvoir réfléchir, à ne pas se faire oppresser, et ce, quelle que soit la situation, qui nous permet de ressortir peut-être le meilleur, d'avoir une idée peut-être inattendue, une pensée qu'on n'aurait peut-être pas eu à un autre moment. Une fulgurance qui est possible. Exactement. Parce que à ce moment-là, t'es à 100% de tes capacités. On va prendre une petite pause et on reviendra après l'émission pour continuer sur comment sortir le meilleur de soi-même, comment être la meilleure version de soi-même, avec les conseils de Florent Pascaud, FP Training et FP Survie. Je vous dis, on prend une petite pause et on revient dans quelques instants sur les ondes radio. À tout à l'heure. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, de retour dans l'émission Radio Grand Lac, on passe à l'action, une émission qui n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, puisque nous retrouvons Florent Pascaud, ancien membre des commandos et des forces spéciales françaises et aujourd'hui dirigeant de FP Training et FP Survie. Donc dans cette première partie de l'émission, on a vu l'intérêt d'avoir une préparation physique, mentale, mais également, même si on n'en a pas parlé, alimentaire, pour être au top, pour être capable de délivrer dans les moments clés, soit le moment évidemment de Jean-Louis qui fait sa présentation face à ses investisseurs, comme ce retour d'expérience que Florent nous a partagé avec beaucoup de sincérité et de transparence sur son expérience au Brésil. Au final, sur cette expérience au Brésil,
Florent, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton training spécifiquement lié à ça? Puisqu'on a bien compris que l'idée, c'est d'être lucide pour avoir cette fulgurance. Quel exercice, par exemple, tu as mis en place? Quel petit aménagement tu as mis en place dans ton training aujourd'hui? Cet impact, il a eu une signature, par exemple, sur quel exercice? Durant ma préparation pour la mission ou ce que je donne aujourd'hui? Ce que tu donnes aujourd'hui à tes clients, par exemple. Ce que je donne aujourd'hui, en fait, ça va être... je vais essayer, alors c'est pas dans un premier temps dans le suivi, mais dans un second temps, justement, une fois qu'on a fini de faire toute la préparation, on va dire, basique de réponse au stress, qu'on a posé les bases de la théorie, de la mise en pratique sur comment la gérer, entre guillemets, quelle que soit la situation, ça va être des mises en place un peu plus concrètes. Et c'est là où ça va changer suivant la personnalité de la personne que je vais suivre, mais des mises en situation qui vont être des situations comme des stages de survie, typiquement où la personne va être mise dans une situation réelle. Elle se déplaçait en hélicoptère, en avion, son avion s'est crashé. On a 24 heures à passer un petit peu mouvementé avant que les secours arrivent. Qu'est-ce qu'on met en place? Et ça va être justement d'être mis dans ce genre de situation, d'essayer de voir comment, d'essayer de se mettre dans cette situation-là, même mentalement, même si on sait que c'est un exercice, et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas si éloigné que ça de la réalité. Et on est quand même au milieu de la nature, et il va y avoir un ordre de priorité à respecter pour tout simplement survivre. Et dès que on va appliquer ce qui avait été travaillé précédemment dans notre préparation dans un cadre beaucoup plus serein, ça va être de le mettre justement on va le concrétiser sur le terrain. Et ça peut prendre des formes différentes. Ça peut être justement survivre pendant 24 heures au milieu de la nature chez nous, comme ça peut prendre la forme de... ça doit être quelque chose d'assez exceptionnel et hors norme pour la personne que l'on suit. Ça doit être une expérience marquante, ça doit être une expérience qui va laisser un vécu qui lui permettra de dire, j'ai déjà vécu quelque chose d'assez, alors extrême entre guillemets, mais d'hors norme, de stressant, où en effet, dans une situation normale, dans cette situation-là, normalement, j'aurais eu du mal à sortir le meilleur de moi, mais étant donné que je l'ai déjà vécu, étant donné que je l'ai déjà fait, pour les prochaines fois où ça m'arrivera, j'aurai un passif. Je serai capable de reproduire et de surtout mieux me connaître pour être capable de ressortir la partie de moi que j'ai envie qu'il ressorte, et non pas de me faire impacter par l'émotion, la panique, tout un tas de choses qui vont venir interférer sur ma performance pure et dure. Et la préparation mentale faite en amont, que ce soit d'un point de vue, c'est là où on se sert justement de la préparation physique pour conditionner le mental, et aussi pour avoir les ouvertures sur la psychologie de la personne, parce que j'ai tendance à pousser les gens quand même un petit peu dans leur retranchement pour faire rentrer certaines choses. En fait, on va les traduire dans un cas réel, dans un cas concret, certes maîtrisé, certes sécurisé, mais qui va lui permettre d'expérimenter un petit peu tout ce qu'on a mis en place d'un point de vue plus théorique, et qui lui serviront le jour où il sera dans un cas beaucoup plus réel, pour faire en sorte d'avoir quelque chose qu'il ait déjà connu, qui s'en rapproche, et qui se dise, peu importe la situation dans laquelle je vais me retrouver, je serai capable de gérer, je serai capable de répondre à la situation. Donc c'est un gain de confiance en soi, mais c'est aussi un gain d'expérience, et l'expérience est très importante. C'est pour ça que c'est des préparations qu'on fait en amont, pour faire en sorte de répondre correctement à la situation voulue. Donc finalement, c'est l'intime conviction que pour que quelqu'un puisse délivrer à un haut niveau, à la fois sur les fulgurances mentales mais aussi physiques, la clé c'est la préparation, de l'avoir mis dans une situation de stress pour lui avoir fait vivre des situations similaires, voire beaucoup plus pires, pour finalement la personne elle puisse reprendre le contrôle de qui elle est vraiment et à aucun moment subir. Et c'est intéressant parce qu'à moindre échelle, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui certains combattants de l'UFC, donc la ligue américaine de MMA,
de Mixed Martial Arts, qui pour se préparer aux situations de tension de lutte vont par exemple énormément travailler sur l'apnée en piscine pour se retrouver dans des situations où elles pourraient se faire soumettre, c'est-à-dire avec une prise de lutte étranglée. Donc c'est quand même très très intéressant et que tu sois aussi capable aujourd'hui de les préparer dans ce sens-là. Alors peut-être pour que nos auditrices et auditeurs comprennent bien, aujourd'hui FP Training, FP Survie, quel type de client tu vas avoir, quel type de personne tu vas t'adresser, et si tu nous venais nous donner un scope, c'est-à-dire une sorte de panel des clients, c'est quoi, des chefs d'entreprise, à quel type de client ta prestation s'adresse? Alors, j'ai pas un scope précis, en sachant ma clientèle en est l'exemple, en est un exemple concret. Alors, j'ai certes beaucoup de chefs d'entreprise ou de cadres supérieurs qui vont avoir un réel intérêt à être capable d'avoir de la performance, que ce soit physique et que ce soit mentale, dans plusieurs cas de figure. Donc ça va représenter une bonne partie de ma clientèle, mais je vais aussi avoir monsieur et madame tout le monde, des sportifs, de amateurs comme semi-professionnels, qui vont être à la recherche, non seulement, c'est le petit plus que je vais apporter, ça va non seulement être de la préparation physique, de la préparation nutritionnelle, qui va de pair, bien sûr, mais aussi de la préparation mentale. Donc je vais avoir par exemple dans les personnes que je m'attendais le moins à voir, je vais avoir par exemple des femmes au foyer qui viennent d'accoucher et qui sont soumis au stress permanent pour des petites choses, hein, le quotidien, mais qui va impacter de manière très importante leur vie. Et justement, elles vont demander ce genre de suivi. Tout comme un chef d'entreprise qui, lui, a du mal à gérer ses équipes ou ne se sent pas bien dans sa peau, a l'impression de manquer d'assurance et de confiance en soi dans sa gestion, il a l'impression que ça influence ses performances professionnelles qui sont extrêmement importantes pour lui. Justement, il va avoir besoin de ce genre de suivi. Je vais avoir des sportifs qui, eux, cherchent la compétition et le jour de la compète, c'est toujours quelque chose de difficile à gérer et qui sont des... Alors c'est le profil un petit peu de tout le monde, mais qui sont au fond d'eux des gagnants, ils veulent gagner et ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour gagner et ils sont intéressés par ce genre de suivi. Ok, donc un panel assez large finalement de celui qui a une vocation à réussir, à ultra performer professionnellement, de celui qui veut être prêt pour l'échéance sportive en question, celui qui veut simplement aller mieux, parce qu'effectivement, bien contrôler son esprit, son corps, c'est effectivement un facteur de bien-être et c'est important. Alors, on en a parlé succinctement au début de l'émission et au cours de l'émission. Tu es aujourd'hui le dirigeant de 2 sociétés, en tout cas tu proposes une prestation à 2 niveaux, FP Training et FP Survie. FP Survie, c'est quelque chose qui a été créé récemment, hein, même si on comprend que c'est de ce que tu nous dis en filigrane, c'était pour les besoins d'un client qui, pour être mieux finalement, pour lui permettre de mieux gérer une situation, tu l'as mis dans la même situation et dans le même contexte que ce qui s'est passé au Brésil. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces 2 structures? Demain, moi, j'ai envie de m'entraîner avec toi. Où j'ai envie de faire un stage de FP Survie, comment je te trouve, comment ça va se passer, voilà, en quelques mots ou même en plus d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 2 activités? Alors, comme tu l'as dit, les 2 activités sont très liées. L'une a découlé naturellement de l'autre, même si elles se veulent complètement séparées et potentiellement adressées aussi à des profils différents. Le stage de survie en tant que tel, aujourd'hui, est principalement presque adressé pour des équipes, du team building, du renforcement de la cohésion, une mise en situation, entre guillemets, qui peut être très adaptée. Et d'ailleurs, ce qui va être proposé va être très adapté aux personnes qu'on va recevoir, au type d'engagement qu'ils veulent avoir, parce qu'on va avoir des gens qui veulent toucher un petit peu leur limite du bout du doigt, comme d'autres personnes qui veulent juste passer un bon moment. Donc on va adapter un petit peu le stage suivant qui on va avoir en face, et aussi, quand on parle de team building, de ce qui est demandé par la hiérarchie. C'est-à-dire, il y a un objectif précis à faire ce genre de stage et être sûr justement que ces objectifs soient atteints. Contrairement à, du coup, FP Training, où là, on a un suivi individuel qui va être
pousser aussi loin que possible, c'est-à-dire on parle d'un suivi quand même premium, on prend en compte un petit peu tous les paramètres que l'on peut, les paramètres de la préparation physique, se sentir mieux dans sa peau, mieux dans son corps, pour au final avoir une retranscription sur le mental. On ne peut pas être bien dans sa tête si on n'est pas bien dans son corps. Et ça comprend du coup tout ce qui est préparation physique et, lorsque cela est nécessaire, ce qui n'est pas toujours une obligation, la préparation mentale. Alors c'est ça qui m'a aussi marqué quand on a échangé ensemble sur FP Training, c'est que on a l'habitude de dire dans nos métiers, il y a un émetteur et il y a un récepteur. Et vous pouvez avoir le meilleur message du monde, il faut être capable de trouver la bonne manière que le récepteur, la bonne manière pour que le récepteur puisse le comprendre. Et toi, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que tu vas aussi intégrer un profil psychologique de la personne qui est en face de toi, parce que ce que tu cherches, c'est aussi à être capable de trouver les bons leviers pour finalement être capable, ou en tout cas permettre et pouvoir activer, enlever les obstacles, les freins. Et comment ça se passe concrètement? Et parle-nous un petit peu de ton équipe, parce que c'est presque une équipe aussi, les partenaires avec qui tu travailles. Oui, absolument. On va avoir, lorsqu'un client va venir vers moi, alors qu'il me trouve sur Internet, par téléphone, par du bouche à oreille. Ou par la radio peut-être. Ou par la radio peut-être. Lorsqu'il arrive, il va y avoir toute une première phase de récolte d'informations, où il va m'expliquer un petit peu le pourquoi il aimerait faire ce genre de suivi. Et dans un second temps, une fois que j'ai récolté le maximum, ou tout du moins le plus d'informations qui me seront utiles, suivant les besoins, je vais lui demander de faire justement d'établir un profil psychologique. Alors je travaille avec une psychanalyste très compétente qui va justement être capable de me faire un retour très précis pour que je connaisse aussi quels sont... comme tu disais, c'est connaître les leviers que je vais pouvoir utiliser pour être plus incisif et du coup savoir quelle stratégie je vais mettre en place pour avoir un maximum d'impact et aussi avoir pour moi-même envers lui le plus de performance possible dans mon coaching, mais aussi connaître ces mécanismes de défense psychologique. Parce que lorsqu'on est dans une situation de stress ou lorsqu'on est dans une situation compliquée, on va tous avoir un type de réaction. Alors, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on va pas faire un cours de psychologie, mais une fois qu'on connaît les mécanismes psychologiques d'une personne, on sait comment elle va réagir dans tel ou tel type de situation, on va pouvoir anticiper, préparer et faire en sorte, et c'est là où la préparation mentale va venir nous être si utile, c'est faire en sorte que la personne ne réagisse pas comme elle devrait, mais comme on veut qu'elle le fasse. Et ça, c'est par rapport aux besoins de la personne, à ce qu'elle nous demande, à la situation dans laquelle elle va se retrouver. Et du coup, ça va être la première étape. Recueil d'informations, on va venir faire établir le profil psychologique, si besoin avec l'aide d'une psychanalyste, ou bien si les besoins sont un peu moins importants, on va zapper cette partie-là. Je vais établir une stratégie, un plan d'attaque, histoire de dire on va de telle à telle semaine, on va utiliser tel protocole, on va faire telle machination, et ainsi de suite, pour faire en sorte que si on a une deadline à un moment donné, parce que comme Jean-Louis il a une réunion précise, on soit fin prêt pour cette réunion. Dans ce cas-là, tout sera très millimétré au niveau du timing. Ou d'autres personnes qui vont avoir n'ont pas une date limite. Ce qu'ils veulent, c'est se sentir mieux, avoir plus confiance en soi, être plus performant au quotidien. Et dans ce cas-là, on va aussi avoir une autre stratégie, peut-être sur du un peu plus long terme, pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc c'est un vrai suivi premium où tous les différents facteurs sont intégrés et permettent à la fin d'avoir un conseil personnalisé et d'aller chercher le meilleur dans chaque personne. Merci Florent. Ton site internet FP Training est très bien fait. On peut te suivre sur ta page Instagram FP Survie et FP Training également. Donc un grand merci pour cette intervention. Vous savez qu'à chez Radio Grand Lac et encore plus chez Passons à l'action, on adore les entrepreneurs, on adore les chefs d'entreprise. Donc merci d'être venus nous voir. L'idée d'aujourd'hui pour tous nos auditeurs, vous l'aviez compris, et pour boucler la boucle, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend une décision d'investissement, bien évidemment, il faut connaître une société. Bien évidemment, il faut connaître le contexte économique. Bien évidemment, il faut connaître le contexte juridique et fiscal. Mais également, il faut également bien se connaître soi-même pour être lucide et prendre la bonne décision pour un investissement financier.
pour faire rentrer des investisseurs et des fonds d'investissement. Et dans la démarche que votre serviteur a depuis quelques mois, eh bien, on intègre désormais dans les appels d'offres des coachs sportifs et mentaux de très bonne qualité, comme c'est le cas aujourd'hui de Florent Pascaud. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours où on aura un autre registre de salle 2 ambiance, puisqu'on fera intervenir Laurent Reynaud, notaire d'Aix-les-Bains, sur le sujet de dirigeants, protégez-vous. Protégez-vous juridiquement. Si jamais vous devez vous protéger physiquement, vous avez tous compris qu'il y a quelqu'un à cette antenne aujourd'hui qui pourra vous aider. Et on enchaînera dans 15 jours après avec Laurent Cartier, associé de Magnien Gécor, sur vendre sa société en 2023, les différents showstraps. Je vous remercie à tous et on vous remercie tous pour cette émission et pour l'écoute que vous nous avez donnée. Encore un grand merci à Florent d'être venu nous voir. Merci à vous. Et de contribuer à l'audience de Radio Grand Lac. On vous dit à bientôt. Au revoir. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac.